chers amis de TV Liberté, nous filons au cinéma avec Frédéric Pic, que nous avons retrouvé. Oui, je suis ressorti de mon trou. Bonjour Anne. Alors, vous nous proposez tout de suite... quelques films qui sont encore sur les écrans ou qui viennent de sortir. Vétos. Les Vétos, pourquoi pas, de Julie Manoukian, avec deux acteurs, et une que je connaissais peu, c'est Noémie Schmidt, qui est une actrice suisse, Oui. qui, je le dis tout de suite, surjoue dans le film, donc elle ne m'a pas plu beaucoup. Et Clovis Cornillac, que j'ai eu l'occasion de connaître en tournage, et qui, lui, bon. avait beaucoup tourné, et maintenant on le voit assez peu, et il est dans des films assez médiocres. Oui. Je pense qu'il est dans son point de chute, là. Alors, l'histoire n'est pas inintéressante, sauf que... On l'a présenté parce qu'on en a parlé. Ah bon, sauf que c'est pas vraisemblable, c'est toujours pareil. Mais c'est bourré d'invraisemblance. L'histoire des vétérinaires à la campagne, c'est bien vu, on montre bien leur travail, savoir que ce sont des gens qui sont peu rémunérés, parce que les paysans n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est bien fait, mais c'est pas la trame du film. La trame du film, ce sont donc deux personnes, Clovis Cornillac et un associé qui est assez âgé, qui sont les seuls vétérinaires du coin. Oui. Lui, il a envie de dégager. Il n'y a pas de remplacement. Il ment à sa nièce en lui disant qu'il a un problème cardiaque. Elle vient d'avoir son diplôme, elle veut travailler en labo. Bon, elle s'aperçoit qu'il s'est foutu de lui, elle est folle furieuse. Lui lâche son copain aussi, il s'en va à l'autre bout du monde, lui dit ciao, moi j'en reviens plus, donc débrouille-toi, prends ma nièce. Elle n'a pas du tout envie de le faire et... Ça va pas avec son caractère quand on la voit qui donne des coups de pied sur sa voiture, Alors, etc. petit détail, cette nièce, tout de même, a été élevée, est née là, jusqu'à la mort de sa mère. Oui. Donc, c'est sa terre natale. C'est sa terre natale, Donc, mais elle n'a pas du tout toute envie. Toute l'histoire du film, c'est le retour à cette terre natale. Oui, c'est le retour. Elle n'a pas du tout envie de retourner. Absolument. Donc, ça ne tient pas à la rendre qu'elle dégage pas, qu'elle retourne dans son labo à Paris. Donc, c'est déjà une invraisemblance. Elle dit, j'ai pas envie de me foutre à la campagne, je vais m'emmerder, Cela dit, c'est le réel qui le reprend. C'est le réel. Et elle se rend compte que sauver un chien, aider des paysans dans le village d'une vache, c'est une tâche très noble. C'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est le retour au réel. Oui, mais je trouve ça Vous n'avez pas cru. Je trouve ça totalement théorique et je n'ai pas cru du tout au personnage. J'ai adoré. Et je trouve qu'elle surjoue. Elle joue mal. Moi, elle surjoue. J'ai beaucoup aimé. Et Clovis Cornillac, maintenant, c'est pas un grand acteur. Alors, malheureusement. Un autre film ? L'art du mensonge, avec Ian McKellen et puis Hélène Mirren. Donc là, on a deux acteurs qui sont absolument formidables. C'est un film très anglais, c'est très british, dans la forme et dans le fond. Donc c'est l'histoire d'un escroc, donc interprété par Ian McKellen, qui fait des escroqueries financières, très très bien montés, qui marchent, donc ils sont là, c'est très bien fait. Vraiment, on savoure jusqu'aux 2/3 ou 3/4 du film. Donc il fait les escroqueries financières. Ensuite, il l'a déjà fait dans le temps, il va essayer d'escroquer une femme, qui est Hélène Mirren, qui a perdu son mari. Donc, effectivement, il va essayer de la draguer, mais à la gentleman, à l'anglaise, personne âgée, etc. C'est très bien fait. Et puis... on se doute quand même qu'il a un petit quelque chose avec elle, donc quand il doit parce qu'il veut l'arnaquer, il veut la foutre sur la paille parce qu'elle est richissime. Et il s'aperçoit que quand même ça le gêne un petit peu, donc ça je vous en parle pas, mais c'est intéressant, oui. cette double facette qu'il a. Il veut l'escroquer absolument. Alors à la fin ça terminera très mal, ça terminera très mal pour lui, mais la fin c'est trop compliqué, on y croit pas trop, parce que, bon, il y a une vengeance, je ne vous dis pas de qui, elle est de longue date, elle est trop parfaite, elle est difficile, elle est trop parfaite. On sent que c'est écrit, on sent que c'est écrit et que c'est pas trop réalisé. Et alors lui, évidemment, on en fait le méchant absolu, parce qu'il est fort sympathique. C'est un salaud fini, mais il est fort sympathique. Comme souvent. Comme souvent. Puis très classe, je veux dire, l'habillement, la façon bon là, vous voulez du thé, etc. Enfin, il est absolument très british. C'est tourné à Londres, une partie à Berlin aussi, parce que malheureusement, alors il faut en faire, comme c'est un salaud, il faut en faire un ancien nazi qui avait tué quelqu'un, qui a pris son identité, machin. Et c'est très compliqué et on n'y croit pas trop à la fin. C'est un peu dommage mais ça vaut le coup d'y aller pour les 3/4 du film. Bon. Alors les gens peut-être apprécieront plus ou moins la fin, moi pas apprécié, je trouve ça trop compliqué et pas très crédible, mais le début c'est vraiment un très beau film. Alors une grande partie du film. Moi je vais vous proposer un très bon film du début jusqu'à la fin qui est L'Adieu.
Ce film qui se passe dans une famille chinoise. Nous sommes à New York et une petite sino-américaine, parce qu'elle est devenue américaine, de 20 ans qui est malheureuse. On le voit à son visage absolument fermé. Elle est malheureuse. Et pourquoi est-elle malheureuse? Eh bien parce qu'à 5 ans, elle a dû partir, quitter la Chine, sa grand-mère, la maison de sa grand-mère avec un jardin, pour aller vivre avec son père et sa mère, donc une petite cellule à 3 à New York, où son père, traducteur, végète, boit. La situation n'est quand même pas très reluisante. Et catastrophe, on apprend que cette grand-mère, Nanaï, est atteinte d'un cancer et n'a plus que 3 mois à vivre. Et il faut vite que toute la famille se réunisse autour d'elle. Et on organise un mariage pour ne pas l'alerter. Donc c'est fait de petites notations, de petites touches de peinture sur cette vie de famille, mais ça traduit magistralement cet art du monde moderne qui consiste à exiler les uns et les autres à des milliers de kilomètres de chez eux, que ce soit des migrants, les boat people ou ces gens qui partent avec un billet pour travailler ailleurs. J'ai entendu Jean Lassalle dans un débat sur CNews, disant toujours très lentement, il parle toujours très lentement, mon père disait, toutes les 5 phrases, il cite son père, j'adore. Mon père disait, fils, c'est bien, il y a des explorateurs, ils vont très très loin, mais si tu veux pas être explorateur, reste chez toi, et là où tu trouveras du bois pour construire ta pirogue. Je trouve que c'est une jolie Jean Lassalle, c'est un personnage assez extraordinaire. Et je rebondis, si vous me permettez, parce que je l'ai entendu, c'était assez drôle, dans un débat sur CNews aussi. On était venu et il disait, alors la personne l'interrogeait en disant à l'Express, ils ont dit ça, etc. L'Express, ils ne sont pas à une ânerie près. Et de toute façon, celui-là, avec son écharpe rouge, c'est pas lui qui va hausser le niveau. Oui, c'est la même émission. C'est la même émission. Donc voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que ce film est bon, je suis extrêmement sensible à l'idée de l'exil et je n'arrête pas de voir des gens crucifiés dans les familles, parce que la grand-mère va pas voir grandir ses petits-enfants qui sont au-delà des mers. Les Portugais qui sont arrivés et qui crevaient la faim, et ben, s'ils ne reviennent pas tous les ans chez eux, ils meurent, ils sont malheureux. Et les parents qui restent au Portugal et qui vieillissent et qui vieillissent. Mais on sait que c'est un drame. C'est le drame absolu. On sait que c'est un drame. Le seul problème, c'est que ce drame-là, il va aller en augmentant. En augmentant, bien sûr, bien sûr. Autre caricature de cette époque contemporaine si joyeuse, c'est la destruction générale des villes en Chine. Et cette petite sino-américaine ne va pas retrouver la maison de sa grand-mère. Ah oui, tout le patrimoine ancien. Moi, et alors, à la première réunion de famille, ceux qui sont restés en Chine posent la question en combien de temps fait-on son premier million? Et comme visiblement, ils ne l'ont pas fait en Amérique, c'est très intéressant. Mais le point heureux, c'est ce pouvoir de la grand-mère qui va rendre le sens de la vie à sa fille, à sa petite fille. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment, c'est très joli. De la force des grands-mères. Ça pourrait s'appeler de la force des grands-mères. Ils détruisent tout ce qui est ancien. Il y a maintenant il reste une rue à Pékin où vous avez les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites maisons spéciales. Et tous les touristes sont là pour les voir, mais ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, absolument. Du passé, faisons table rase.
Encore un autre film Alors, Marche Frédéric. avec les loups de Jean-Michel Bertrand. Oui. Jean-Michel Bertrand avait déjà fait des films sur les loups, c'est un spécialiste. Il en avait fait un qui était sorti il y a 3 ans, Le Vallée aux loups, je ne sais plus. Oui. Non, ça c'est Chateaubriand. Je ne sais plus exactement le titre, mais enfin, c'est pas grave. Celui-là s'appelle Marche avec les loups, c'est absolument splendide. Oui. Et il a suivi, donc, on le voit, hein, il est sous sa tente en plein hiver. Oui. Vous avez les 4 saisons, ça a duré 1 an. Il suit un jeune loup. Je ne sais pas comment il réussit à avoir ces images-là, qui essaie de migrer, parce qu'il vient d'Italie, donc il traverse des zones, alors c'est monté aussi, mais il traverse des zones où il y a des meutes, on voit la chasse des meutes auprès de daims, des animaux qui sont là, on voit des lynx, on voit les renards, il montre comment on abat ça, 40 000 renards par an, sans aucune raison, dans la région, etc. Donc, vous avez des photos, mais je ne vous mens pas, qu'est-ce que je faisais sur mon siège? Je me disais, mais il faudrait que j'y sois. Des photos en nocturne, des photos diurnes, sous la neige, mais d'une beauté. C'est un bol d'air frais, c'est absolument magnifique, un hymne à la nature et à l'animal aussi. Parce qu'il pose aussi le problème de l'animal avec les bergers. Il le pose intelligemment en disant qu'il y a des bergers qui sont prêts à discuter des excuses, puis il y a ceux qui disent non, on est là, les hommes, les loups n'ont rien à faire. Il dit c'était le territoire des loups, c'était le territoire des lynx, c'était le territoire des gypaèdes barbus. Les gypaèdes barbus, vous savez qu'au Moyen-Âge, on disait qu'ils enlevaient les enfants avec leurs serres et qu'ils les mangeaient, etc. Donc on les a éliminés. On a éliminé les loups, on a éliminé les lynx, puis maintenant on les réintroduit. Moi, je suis pour, à fond, la réintroduction, parce qu'un paysage sans animal, ça n'est plus un paysage. Ils ont le droit de vivre comme nous. Oui, mais le mot droit est dangereux puisque les paysans, les bergers ont le droit d'avoir leurs moutons. Ils ont leurs moutons, et ils achètent des chiens. Ils achètent des chiens. Et justement, et comme il disait, ça redonne de la dignité aux bergers, parce qu'avant il n'y avait plus de bergers puisqu'on les laissait dans la montagne, il n'y a plus de risque. Et maintenant les bergers, il y en a d'autres qui sont bergers, ils sont très contents d'être bergers, ils vont avec leur bâton, avec leurs chiens, et qui laissent les loups tranquilles. Bon argument. Je signale aux téléspectateurs, et à vous-même, Frédéric, si vous aimez ce rapport entre l'homme et l'animal dans des conditions extrêmes, il y a sur RMC Découverte des émissions sur l'Alaska où l'on voit des chasseurs ou des hommes qui s'installent dans ces régions. C'est absolument passionnant. J'en ai vu, je ne sais plus si c'est sur RMC, mais je sais. Mais vous avez des gens aux États-Unis qui vont vivre en pleine nature. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Au milieu des grizzlies, au milieu des... Et puis vous avez encore un film... Le film de l'année. Voilà, 1917. De Sam Mendes, ce grand Sam Mendes qui a fait un superbe film. Alors... c'est lui qui a fait son scénario. Il a réalisé, il a fait le scénario, il a tout fait. Il a pris une petite histoire. Hein. Il ne faut pas penser que c'est la guerre de 14-18 qui a pris une petite histoire. C'est l'histoire de 2 jeunes soldats qui sont là. Ils sont appelés par le général qui leur dit voilà, on a un gros problème, toutes les lignes sont coupées. On sait qu'à tel endroit, on devait faire une offensive. On a un bataillon, on a 1600 hommes qui vont se faire liquider parce que c'était une astuce des Allemands, ils ont reculé, etc. On sait, parce qu'on a eu des prises aériennes par les avions, on sait que c'est un piège et on va se faire rétamer. Et vous dit-il à un des 2 soldats, je sais que votre frère est dans ce régiment. Donc on les voit qui partent tous les 2, et c'est toute cette traversée des lignes, des endroits aussi no man's land. Alors, avec des décors qui ont été reconstitués d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, quand vous voyez le générique, vous avez la liste des charpentiers, je ne vous dis pas, vous en avez 250. Il y a quand même 1,5 km de tranchées qu'ils ont refait entièrement. Et ça se voit, ça se voit. Et on est derrière parce que vous avez, allez, disons, 3 plans séquences. Hein. On a dit un long plan séquence, ça n'est pas vrai, mais vous avez 2 ou 3 longs plans séquences. C'est-à-dire que vous êtes derrière et vous avez l'impression d'être dedans, parce qu'on le suit sans arrêt. Il court, il passe une passerelle, c'est remarquablement fait. Et alors ces 2 jeunes acteurs, je regarde les noms parce que je ne les connaissais pas, George Mackay et Charles Chapman. George Mackay, c'est celui qui survit et qui arrive au bout, naturellement, mais bon,
il y a eu pas mal de choses entre-temps. Et il a un air par moments un petit peu comme Stan Laurel, c'est-à-dire un petit peu hébété. Absolument, un petit peu, absolument. Remarquez, on comprend qui c'est. On le comprend, mais il est remarquable là-dedans, parce qu'on voit tout sur son visage, la peur, en même temps la naïveté. Alors par contre, moi, vraiment c'est un film à voir. Hein. D'accord. Vraiment c'est un film à voir, c'est remarquable. Dans les décors, dans l'histoire, dans le sens du courage, de l'honneur, tout est bien, sauf, à mon avis, mais enfin je suis peut-être le seul à le partager, deux petits défauts. Enfin, surtout un petit défaut. C'est qu'on voit à un moment une bataille aérienne. Et il y a un des Allemands qui est touché, donc on voit l'avion qui descend, et puis vous avez ces deux soldats-là qui sont là, ils regardent, et puis hop, ils ne le voient plus, et au ras de la colline, il arrive sur eux. Oui. Oui, il arrive sur eux. Et vous voyez quand même le plan avec les deux soldats qui font demi-tour et qui courent comme ça avec l'avion qui arrive sur eux. Oui, oui. Alors excusez-moi, mais je trouve un peu invraisemblable parce que quand on a un avion derrière, en général, on court quand même de biais et on court pas face à l'avion. Donc je trouve que c'est une réaction assez peu crédible. Mais enfin, il y a plus grave. C'est que l'avion donc s'écrase dans ce hangar, est en flammes. Le pilote est pris par les flammes, et ils vont le sortir du cockpit, ils le sauvent. Oui. Et à ce moment-là, le pilote allemand, il y en a un qui est à côté et l'autre qui est plus loin, celui qui est à côté, il le trucide à coups de poignard. Ce qui est quand même assez incroyable. C'est pas dans les habitudes de l'aviation. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous sommes en 14-18, c'est pas la même chose, nous ne sommes pas contre les Allemands, les Germains de 40, ok. Il y avait quand même un respect de part et d'autre. Il ne faut pas oublier que vous aviez ces grandes figures comme Fonck pour l'aviation française ou le Baron Rouge pour l'aviation allemande. Il y avait un respect terrible de l'adversaire. Et là, on lui sauve la vie. Et il donne un coup de poignard. Alors, je pense que Sam Mendes ne doit pas beaucoup aimer les Allemands. Oui. Et remarquons d'ailleurs que son film est un hommage aussi à son grand-père qui a combattu avec les Tommies, donc avec les Anglais en 14-18. Oui. Le général Le Grognac n'eût pas aimé du tout cette scène qui n'est pas crédible. Non, je trouve que cette scène-là, elle est malheureuse, mais le film est merveilleux. En tout cas, un grand film, deux grands films, je dirais, dans des genres différents. Non, celui-là est plus grand. Je vous l'assure. Allez voir l'adieu. Vous savez, on ne peut pas peser un film de guerre, de la guerre de 14-18, avec un film chinois si, parce que vous avez sûrement des longueurs, des choses comme ça. Là, vous n'en avez pas, vous êtes pris du début jusqu'à la fin. Alors si, aussi un autre petit défaut qui ressemble à ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire que les Allemands tirent très mal. Vous savez, comme les gangsters et les flics. Les flics, ils tirent une ou deux balles, ils ont le gangster. Les gangsters, ils tirent sans arrêt, ils sont jamais le bon flic. Donc là, vous remarquerez quand même, si vous allez le voir, que quand même, de temps en temps, les Allemands sont très maladroits. Bon. Mais ce sont des détails, hein, parce que c'est vraiment fantastique. Donc, deux films à voir. 1917, qu'a beaucoup aimé Frédéric, et L'Adieu, qu'a beaucoup aimé Anne. Que j'ai beaucoup aimé. Je rappelle Les 4 filles du docteur March, que j'ai aimé, qui est un peu long, c'est exact, mais qui est c'est très joliment photographié. Les 4 filles sont belles et intelligentes, la mère est superbe. La tante est extrêmement drôle. Il y a des scènes sur la plage qui sont des tableaux de Boudin, absolument ravissants. Alors, vous dites que Boudin est un peintre, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent dire qu'est-ce que c'est que ce Boudin sur la plage. Boudin est un peintre. Tous les téléspectateurs de TV Liberté savent que Eugène est un peintre et qu'il a même peint à Trouville. Ah oui. Petite réflexion de votre part, c'est que c'est la fin du film que vous n'avez pas vu. Non, je n'ai pas vu. Mais je le sais, il n'est pas du tout la fin du roman. Mais vous savez que ce n'est pas la fin du roman, mais parce que l'éditeur voulait qu'elle se marie. Et précisons qu'elle se maria. Et précisons que March, ça s'écrit March RSR. C'est-à-dire, c'est le nom, et c'est pas les 4 filles du docteur March. Oui. C'est-à-dire, elle ne court pas, elle ne marche pas sur la plage. Et donc il y a cette petite différence avec le roman que vous n'avez pas aimé. Vous savez pourquoi ?
parce que c'est une réalisatrice qui l'a fait, Oui. et qu'elle veut montrer qu'elle se libération de la femme, blablabla, Oui, alors qu'à l'époque, c'est pas vrai, dans le roman, elle retombe sous le joug de cette société. Absolument. Pour les femmes, voilà. Alors, on va en parler après, avec le film Scandale. Il y a une chose aussi qui m'a très étonnée, c'est la répétition du problème de l'argent. Il faut faire un beau, pour certaines d'entre elles, il faut faire un beau mariage parce que sinon on crève la dalle. Et d'autres, je ne veux pas me marier parce que c'est une affaire d'argent. Enfin, c'est très anglo-saxon, ça, c'est l'argent est au cœur du problème. Alors il faut dire que c'est assez difficile de survivre dans cette Angleterre. Il y a 3 catégories de gens. Il y a une famille pauvre, une femme dont l'enfant meurt de la rougeole dans ses bras, qui n'a pas rien à manger et qui peut même pas chauffer. Il y a la famille du docteur March qui ne roule pas sur l'or, les filles... Petite bourgeoisie. Toute petite bourgeoisie. Et puis il y a le grand bal à Londres, pour lequel tout va très bien. Alors c'est très anglais. C'est très anglais, mais c'est très bien fait. Est-ce que vous allez voir Scandale avec les 3 belles? Charlie Tyson. C'est pas les actrices, parce que ce ne sont pas les actrices extraordinaires, elles sont connues, mais je trouve pas que ça fait partie des grandes actrices pour moi. J'ai revu à la télévision Gorille dans la brume avec celle qui jouait Alien. J'ai un trou là tout d'un coup. Voilà, ça, c'était une grande actrice. Mais le sujet peut être intérieur. La chute, c'est la chute d'un patron de presse, de télévision, radio. de télévision, radio-télévision. Oui, puisqu'il a demandé à ses filles de se mettre sur des hauts talons. Donc c'est qu'il y avait des images. Qui a été c'est le premier à avoir été traîné en justice parce qu'il engageait des femmes dont il exigeait des faveurs. Voilà. Le premier. Il va y en avoir bien d'autres avant. Voilà, eh bien, merci Frédéric, et à la semaine prochaine. Oui, merci. Chers amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin un poète, Jean Hautepierre. Bonjour, monsieur. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Un homme qui, par les temps qui courent, c'est quand même extrêmement rare, écrit des tragédies en vers. Il a un compère, c'est Alain Didier, à qui je veux rendre hommage aussi, donc vous êtes 2. Et j'avoue que l'entreprise est tellement magique que j'ai envie de la soutenir, d'autant plus que votre dernière pièce, Louis XIII ou La Conjuration de Saint-Marc, est une tragédie qui éclaire notre temps. Elle est publiée chez Pardès. Oui. Vous avez écrit déjà d'autres tragédies, monsieur. Vous avez écrit sur Néron. Vous avez écrit sur Edgar Poe, une tragédie sur Tristan et Isolde. Oui, Tristan et Isolde. Et aussi, toujours chez Pardès, vous avez offert une petite biographie d'Edgar Poe dans cette jolie collection Qui suis-je. Vous avez fait un Louis XIV. Ah non, ça c'est pas moi. C'est pas vous, non. Alors. Non, en revanche, j'ai fait deux tragédies à thème fantastique. Et 2 tragédies à thème fantastique. Voilà. Oui. Alors, cette introduction que vous nous offrez à ces vers est très intéressante parce que vous vous dites d'abord attiré par la beauté. Alors là, on se pince, on se dit ça existe encore, la beauté, 2, quelqu'un qui recherche la beauté. Je ne suis pas toute seule. Elle existe en tant que concept éternel et absolu. Et là, je ne vais pas trop faire de digression sur Platon, mais déjà on a ce point, et puis rien n'empêche encore et toujours de la chercher, et je considère, et après, dans le sillage d'Edgar Poe d'ailleurs, je considère que le but central de la poésie est la recherche de la beauté. Pour moi, le théâtre en vers est avant tout, correspond avant tout à l'objectif de mettre la poésie sur scène.
Oui. Ça n'est pas l'objectif de tous les auteurs de théâtre en vers. Nous sommes quand même quelques-uns, hein, Alain Didier, moi et puis quelques autres. En tout cas, c'est mon objectif. Et vous y réussissez parfaitement parce qu'on a un plaisir à la lecture de votre texte qui est... c'est un enivrement, c'est une ivresse, je peux vous le dire. Merci. Alors, il faut dire que, bon, moi je suis un petit peu particulière, nous avons été... plongés dans les œuvres de Corneille, de Racine, Oui. nous avons dans les pièces de Molière, nous avons ça dans l'oreille en réalité. Mais nous en sommes séparés depuis des années, j'ai envie de dire des siècles. Alors quand on se replonge dans vos vers, on a un bonheur fou. Tous les gens de ma génération sont ainsi. Et je crois qu'il faut que les plus jeunes le découvrent parce que c'est vivre sans connaître la magie du vers, c'est vivre, à mon avis, de façon bancale. Vous avez choisi Louis XIII, pourquoi ? Je m'en explique dans dans cette l'avant-propos de la préface. pièce. Oui. Alors au fond, pourquoi ? J'ai envie de vous dire, parce que je cherchais un sujet tragique. J'avais envie de composer une pièce historique, une pièce consacrée à l'histoire de France. J'en avais envie depuis longtemps, puisque ma première pièce était consacrée à un thème d'histoire antique. Tristan et Iseux, c'est l'histoire de France, mais à une époque où la France n'était pas encore tout à fait la France, n'était plus la Gaule, c'est un mythe. Oui. Le prince de Carcosa, le roi en jaune, ce sont des thèmes fantastiques. Oui. Je voulais un thème historique, j'ai hésité, j'en suis venu peu à peu à Louis XIII parce que c'est mon roi préféré. J'ai cherché ensuite, au cours de son règne, une situation qui puisse prêter à une tragédie. J'ai pensé à la mort de Consigny, qu'il a fait. C'est entre l'exécution et l'assassinat, une arrestation qui se transforme en mort de l'intéressé. Bon, c'était une piste. Il y avait aussi la journée des dupes. J'ai pensé d'abord à ces deux épisodes-là. Et puis finalement, après quelques essais, j'y ai renoncé parce que dans les deux cas, on n'avait pas, à mon avis, une situation tragique qui pût permettre une tragédie. Pourquoi ? Je vais être bref. Dans le premier cas, la mort de Consigny, au fond, tout le monde voulait la mort de Consigny. Elle n'a pas été du tout un cas de conscience pour Louis XIII. Alors rappelons qui est Consigny, c'est le conseiller Donc, conseiller favori de Marie de Médicis, de Marie de Médicis, qui s'est mis toute la France à dos par ses outrances. Louis XIII se demandait, il avait 15-16 ans, il se demandait si Consigny n'intriguait pas pour le faire enfermer dans un monastère. Oui. La Marie de Médicis l'avait fait nommer maréchal de France alors qu'il n'avait jamais même commandé une compagnie, donc il s'était mis à dos tous les milieux militaires et toute la noblesse. Personne n'était là pour le défendre. Hein. Vous faites bien de reparler de Monsigny, parce qu'en réalité, ça va être la tonalité de toute sa vie. Lutter contre des ambitieux qui veulent le pouvoir et qui veulent éliminer soit le roi, soit Richelieu. Ce jeune Louis XIII est obligé de prendre cette décision gravissime, tout de même, faire tuer un homme, le faire arrêter, le faire tuer. C'est une décision grave. Et vous nous dites aussi dans cette préface que Louis XIII s'appelait Louis le Juste. Oui, c'est le surnom qui lui a été donné, même de son vivant déjà. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Alors pourquoi est-ce qu'il a été dit Louis le Juste ? Parce qu'il a gouverné, il n'a pas gouverné, il a régné plus exactement, avec le souci de faire respecter les lois, de faire régner l'ordre en France, de contrecarrer l'anarchie qui était absolument latente à l'époque. Hein. La France était quand même divisée entre des grandes féodalités qui continuaient. Plus des ennemis costauds. Oui, les protestants, les ennemis extérieurs. Plus les protestants et les catholiques. L'Espagne au sud, les Pays-Bas, l'Autriche. Oui, bien sûr. Et dans le cas particulier de Saint-Marc, hein, puisque nous parlions du sujet tragique, ce qui est tragique dans le cas de la conspiration de Saint-Marc, c'est que Saint-Marc, c'est quelqu'un qui conspire contre Richelieu, mais en conspirant contre Richelieu, il s'oppose indirectement à Louis XIII, et même directement, mais c'est aussi le favori de Louis XIII à titre personnel. Et quand Louis XIII doit décider de le laisser exécuter, c'est pour lui un déchirement. Donc là, on a bien un sujet tragique. Vous avez
c'est ce qu'on appelle le choix cornélien, Oui. j'ai envie de dire. Oui, Et c'est d'une tristesse infinie. Et la fin de la pièce est vraiment très belle et très émouvante. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous lire, Jean Hautepierre, Louis XIII se raconte à Saint-Marc, parce que, en fait, c'est Richelieu qui a mis Saint-Marc en présence de... Oui. Richelieu a toujours eu envie d'occuper Louis XIII, de lui donner... alors, il a commencé avec Mademoiselle de Lafayette. Et qu'il a soustraite de la cour, enfin, qu'il a encouragée à entrer au couvent quand il a vu qu'elle prenait trop d'importance auprès de Louis XIII. Ah, je croyais que c'était elle qui avait décidé qu'elle ne serait pas la maîtresse du roi. Ah oui, elle l'a décidé, elle. mais Richelieu, ça n'est pas l'œuvre de Richelieu, c'est bien sa décision, mais Richelieu l'a encouragée tout de même. Oui, enfin Il c'est elle qui a l'éloignait de décidé. Louis Ne retirez pas aux femmes leur décision. Non, bien sûr, bien sûr. Elle a décidé qu'elle ne serait pas la maîtresse du roi, que le devoir du roi passait avant tout, et qu'elle rentrerait donc au Carmel, et elle a continué à avoir ce rôle de conseil amical à l'égard du roi. Ce qui est tout à fait étonnant. Alors, je sais tout ça parce que, figurez-vous que vous avez il y a une émission de télévision que j'aime beaucoup qui s'appelle La guerre des trônes. Oui. Vous la suivez un peu? Un petit peu. C'est sur TV5. Et c'est un homme très amusant, Bruno Alonso, qui est dans une sorte de salle de château médiévale. Il a sur une grande table, il y a la carte de la France, des pays qu'il envoie, et il a des soldats de plomb. Et il raconte l'histoire avec un merveilleux enthousiasme. C'est clair, c'est net, et c'est si clair et c'est net que j'ai pu constater que vous disiez tous les deux la même chose. C'est quand même très agréable d'avoir la version théâtrale, la version télévisée, pour une fois, exacte, correspondant à votre texte. Sans chercher la surdocumentation, j'aime bien quand je compose une pièce, lire quelques ouvrages, éviter de dire des énormités historiques, ou du moins si on juge que c'est absolument nécessaire, du moins faut-il le savoir. Mais bon, j'ai voulu, et en cela, j'ai voulu éviter ce type d'énormité. C'est en cela que ma pièce s'éloigne de toute la vision romantique qu'on a eue de l'époque, vision très négative de Louis XIII, extrêmement négative de Richelieu. J'ai voulu, et je le dis dans mon avant-propos... Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette vision négative? Est-ce que c'est pas parce qu'en réalité, Louis XIII était très pieux? C'est peut-être pour ça. Bon, il y a aussi. C'est toujours un prisme qu'il faut voir. À partir du moment où les gens sont très pieux, ils sont dégagés de l'histoire. Oui, c'est aussi une hostilité à la froide raison d'État. C'est la fougue du romantisme. On le voit bien dans la conspiration de Saint-Marc de Vigny, le roman de Vigny, qui d'ailleurs est très beau. Saint-Marc devient un super-héros. Il intervient partout, il participe à des épisodes qui ont eu lieu dans son enfance. On n'est plus dans l'histoire. Et j'ai voulu éviter cette approche historique qui contrarie totalement ce qui s'est passé en réalité. Ce qui fait que les personnages de ma pièce... C'est l'histoire d'une âme. Oui, vous racontez l'histoire d'une âme. Oui, et ces personnages ont tous... On n'a pas une lutte des bons contre les méchants. Alors certains ont raison, d'autres ont tort. Évidemment, à la lecture de ma pièce, on est fondé à penser que Louis XIII et Richelieu ont raison contre Saint-Marc, mais Saint-Marc n'est pas l'incarnation du mal, Richelieu non plus. On a affaire à des personnes, à des êtres humains avec leur complexité. Alors, et Richelieu n'est pas quelqu'un de très sympathique non plus, comme dans la réalité. Oui, mais enfin, il y a quelqu'un qui est préoccupé du bien de la France. C'est sa seule obsession. Il y a une tirade fantastique contre l'anarchie qu'il faut quand même que nous allons voir. Et quant à Saint-Marc, il est quand même très léger. C'est un homme très très léger, ivre de sa jeunesse en réalité, ivre des plaisirs de la vie, et qui ne va pas très très bien comprendre que comploter contre le roi est chose grave. Avec un clin d'œil au Seigneur des Anneaux, puisque tout de même je suis un fantastiqueur, et la tirade de l'anneau, ce que j'appelle la tirade de l'anneau, quand Saint-Marc ôte son anneau, le contemple, c'est un clin d'œil à l'anneau du Seigneur des Anneaux qui a une force attractive, qui vampirise celui qui le détient, et le pouvoir peut être ça. Oui, vous montrez bien que le pouvoir l'a rendu fou.
enfin, Oui. il était un jeune noble parmi Oui. les autres. Le roi l'élève considérablement. Oui, il devient et des tout plus d'un grands coup, personnages du royaume. il se veut duc. Oui. Il va vouloir être duc. Oui. Et après, il s'est rêvé aussi Premier ministre remplaçant Richelieu. Hein. Et après, il s'est venu, oui. Donc, oui. il est, alors qu'il avait 25 ans. Oui. 22. 22. Ou 22 Oui. même, oui. C'est vrai que l'ambition rend fou, et la gloire rend fou, et il est devenu fou. Oui. Alors voilà ce premier texte que je veux lire. C'est Louis XIII qui parle à Saint-Marc. Et justement, Saint-Marc lui dit « Je suis jeune et pourtant j'ai connu cette ivresse à la guerre, à la chasse en poussant la lalie. Et je l'ai vue plus calme et froide enchanteresse, régner du nord au sud et de l'aube à la nuit. Elle emporte les cœurs à l'assaut de la gloire. Elle jette l'effroi sur des mondes en feu. » Elle est l'ultime essor lancé vers la victoire, où le noble trépas sous le soleil de Dieu. Et voilà ce que dit Louis XIII. Vous êtes jeune, et moi j'étais presque un enfant, quand au détour d'un bois, au son de l'olifant, j'ai servi à 12 ans d'un premier coup d'épée mon premier cerf. Il ne fallut que 4 années pour que, percé de coups au seul son de ma voix, un homme soit tué pour la première fois. Consigny. Il était arrogant et splendide. Là où il n'y était pas, tout semblait morne et vide. Tout comme le soleil règne au milieu du jour. De toute sa hauteur, il dominait la cour. Et quand se pavanait ce faiseur de ministre qui fascinait ma mère, oublieuse de moi, oui, la reine oubliait jusqu'à son fils le roi. Autour de moi montaient des murmures sinistres. On détournait les yeux et l'on parlait tout bas. Et je voyais déjà, suivant mon plus jeune âge, un chaos de malheurs et de tristes présages, tels des oiseaux de mort qui volaient sur mes pas. Alors, sur Consigny, j'ai déchaîné la foudre. Il est tombé, percé de balles et de poudre. Et de celui qui crut, fort de mes jeunes ans, m'éloigner à jamais du trône, en un instant, il n'est plus rien resté qu'un cadavre sanglant. Un cadavre fumant sous le feu de la garde, sous le feu de la mort et du soleil qui darde, ses rayons sans pitié sur le chaos des jours. Alors, je dois dire que quand on vous lit, on a l'impression d'y être. Votre écriture est cinématographique. On voit Saint-Marc tomber. C'est du théâtre. Hein. Pas Saint-Marc d'abord. On voit Consigny tomber, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, Louis, donc le juste, met à ses côtés donc Richelieu, pour lequel l'anarchie d'un pays est le pire des maux. Oui. Et oui, ça, il le dit dans une des tirades de ma pièce, en effet. Et quand on y réfléchit, toutes les guerres civiles qu'a traversées la France, les guerres de religion, étaient des guerres de religion, mais elles étaient aussi des images et des manifestations d'ailleurs de l'anarchie, hein, la guerre de tous contre tous. Et ces propos sur l'anarchie sont terriblement contemporains en fait. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui peut toujours se réveiller. Il suffit qu'un pouvoir organisé s'effondre ou flanche, ou simplement soit blessé. Quand la bête est blessée, après arrive ce qui peut arriver. Alors cette tirade de l'anarchie, je vais vous en lire quelques lignes parce que tout de même elle est trop fantastique. Elle est trop fantastique. Saint-Marc victorieux ne l'aurait pas été, une force plus vaste en aurait triomphé, la force du chaos suprême de la vie, quand rien n'en vient freiner la marche inassouvie, l'anarchie, triste écho de l'ombre et de la mort, grand spectre de la nuit où tout sombre et se tord, grand désordre hideux de la terre première, sous le choc des titans broyant toute matière. L'anarchie tue, son bras fauche depuis des ans, des âmes par milliers de ces cercles de sang. Les protestants, les grands, et jusqu'à votre frère, en ont assez rempli les urnes funéraires. Elle est le plus grand deuil que la terre ait porté. Elle dissout la vie et l'ordre et la beauté et le déferlement sans fin de sa folie menace à chaque instant toute œuvre qui la nie. Là aussi, cette façon de représenter l'anarchie comme une espèce d'Irénie, de déesse malfaisante.
C'est peut-être la loi de l'univers, d'ailleurs en thermodynamique, il y a les lois de l'entropie, d'après lesquelles tout système organisé tend spontanément vers le désordre. Hein. C'est ce que disait Maurras à propos des jardins à la française, hein, qui sont un miracle d'ordre et de réalisation, mais qui sont toujours menacés. Ouais. Tout tend vers le chaos. Hein. C'est d'ailleurs ce que dit Saint-Marc. On dit que Saint-Marc est mort après avoir dit « Qu'est-ce que ce monde ?» Qu'est-ce que ce monde ? Qu'est-ce que ce monde, oui. 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 Et puis alors, il y a des personnages féminins. Il y a 2 personnages féminins tout à fait étonnants. Oui. Il y a Marion Delorme, la maîtresse très aimée de petites vertus et de petites extractions. Oui. Et puis, il y a la femme rêvée, idéale, que Saint-Marc veut épouser. Oui, à la fois par amour et par ambition. Marie de Gonzague. Puisqu'elle est ensuite devenue reine de Pologne. D'ailleurs, elle avait vocation à régner. Elle faisait partie d'une famille régnante, la famille de Mantoue. Et même si le rang de Saint-Marc était important, même si Louis XIII en avait fait un des principaux personnages du royaume en faisant son grand écuyer, mais personnage important, mais sans pouvoir politique. Et Saint-Marc se croyait au pouvoir, en réalité, il ne l'était pas. Mais Saint-Marc, malgré tout, voyait entre Marie de Gonzague et lui un abîme en titre de rang dans la société d'alors. L'abîme était considérable. Et à moins de devenir duc, cet abîme ne pouvait pas être comblé. Alors, elles viennent toutes les 2 supplier le roi d'emprisonner Saint-Marc, mais de ne pas le condamner à mort. Et les dialogues sont très beaux. Les 2 dialogues sont très beaux. Ils sont d'un niveau tout à fait différent. D'un côté, c'est la femme aimée, et de l'autre côté, c'est l'aristocrate qui dit vous ne tuez pas cet homme. Il est hors de question pour moi, maintenant que je l'épouse. Oui, puisqu'elle a vocation à régner sur un pays qui sera plus tard la Pologne. À cette époque, elle était déjà d'ailleurs courtisée par le roi de Pologne, qui envoyait des délégations. En tout cas, je forme le vœu en cette nouvelle année que votre pièce soit lue à l'antenne de TV Liberté. Et les auditeurs, les téléspectateurs se rendront compte que ce petit livre que l'on peut acheter chez Pardès pour 12 €, je pense aussi que des tas d'écoles devraient mettre en scène votre pièce. Des écoles de garçons, je les vois bien jouer, l'un Saint-Marc, l'autre Louis XIII. Je suis très heureux et très honoré de ce que vous me dites. Dans l'immédiat... Si je dirigeais une école, c'est ce que je ferais, ce que je déciderais dès aujourd'hui. Il y a eu une lecture le 2 janvier au Théâtre du Nord-Ouest. Oui. Et il y en aura une... Théâtre du Nord-Ouest, dont je le rappelle, le sort est difficile, puisque je crois que c'est l'URSSAF qui lui réclame... C'est une question de loyer. Il y a peut-être l'URSSAF aussi derrière, mais c'est surtout le loyer. L'URSSAF, c'était l'année dernière, et cette année, le loyer va augmenter considérablement. Donc il faut les aider en prenant un abonnement au cycle Shakespeare. Oui, d'autant plus qu'il y a une déduction fiscale. Voilà. Donc vous avez donné une lecture, et il y en a une prochaine ? Il y en aura une à l'Eurydice, qui est un café-théâtre qui est au 79 rue du Cardinal Lemoine. Oui. La date devrait être le 12 février. Bon. J'invite les personnes intéressées à se renseigner par la suite. C'est en train de se fixer. Comment on peut se renseigner ? On peut chercher l'Eurydice, il y a un site internet de l'Eurydice, okay. C'est la source la plus simple, on peut aussi leur téléphoner, donc ils sont au 79 rue du Cardinal Lemoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean Hautepierre pour cette très belle évocation de Louis XIII. Merci à vous. Merci, amis de TV Liberté, à très vite.